y a un élément qui n'est pas apparu dans ce que vous avez présenté, c'est ce que défend Naomi Oreskes sur la fabrication du doute. C'est-à-dire que quand l'évolution scientifique amène à une remise en question de certains aspects technologiques ou économiques, il y a les lobbies qui mettent en route un système pour faire douter. Et même si, par exemple, au niveau du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, il y a quand même moins de doute. Moi, je vois même chez ceux qui auraient intérêt à ce qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, il y a quand même moins de doute qu'avant. Mais n'empêche que cet aspect me paraît très important, la fabrication du doute délibérée, même s'il y a 3000 personnes, 3000 scientifiques du GIEC qui disent qu'il y a le réchauffement climatique, il suffit qu'il y en ait 2-3 qui disent le contraire, qui sont payés pour ça, et puis on dit, bah, regardez, il y a deux points de vue, donc on ne sait pas. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci. Oui, je voudrais commencer par une petite provocation à votre égard. Dans les enquêtes, il était dit effectivement que 65% des personnes pensaient que des énergies alternatives étaient très importantes. Donc j'imagine évidemment que 65% des financements du CA vont aux énergies nouvelles. Donc c'est une petite question. Ensuite, je rejoins ce que vous disiez. Ces deux questions sont très très pertinentes parce qu'elles me guident sur deux points dont je n'ai pas parlé et que j'aimerais... C'est parfait. Bon, oui, éventuellement, je poserai une autre plus tard. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on ne sait pas forcément de quoi on parle quand on parle de science. On n'a pas tellement défini le concept, c'est bord, on peut l'analyser sur différents axes. Il y a les durs, il y a les molles, il y a la science, il y a la technique, il y a le savoir constitué, il y a le fond du savoir. Enfin bref, il y a énormément de choses. Et quand on dit science, je pense qu'on dit beaucoup des approximations, des fautes de compréhension à cause du mot. Alors bon, je ne vais pas trop détailler parce qu'il y a plusieurs axes d'analyse possibles. Et il y a aussi la confusion qu'on fait entre science et technique, qui est surtout quand on parle de scientifiques qui parlent, alors qu'en fait ce sont des techniciens qui parlent, pas des scientifiques. Ce ne sont pas vraiment des gens qui sont sur le front de la progression du savoir, mais de l'application concrète des découvertes qui ont été faites par nous. Alors il y a des domaines comme la médecine, la biologie, etc., c'est assez flou, on passe de l'un à l'autre sans frontières bien définies. Mais dans d'autres domaines, bien sûr, il y a plein d'exemples historiques, mais je ne vais pas prendre monopoliser la parole là-dessus. J'ai juste un petit exemple pour vous dire à quel point... On n'invente pas l'ampoule en essayant d'améliorer la bougie. Voilà, d'accord, oui, okay. Mais à l'époque du premier... c'est d'actualité internationale. Du premier islamisme, enfin des années 80, enfin des premiers terroristes islamistes des années 80, 90, on avait relevé, dit-on, une très forte proportion scientifique parmi ces acteurs-là qui étaient des radicaux de l'OLP. Mon œil, aucun n'était scientifique. C'était tous des chimistes, des ingénieurs, des gens comme ça. Mais aucun ne faisait profession de rechercher du savoir. Sa profession, c'était d'appliquer du savoir. Vous voyez, il y a une distinction vraiment assez importante à faire en ce moment. Vous répondez. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis après, vous répondez. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il y a une confusion sur qu'est-ce que c'est que la science. Oui, bien sûr. Comme si c'était quelque chose de fini et d'organisé. Or, en réalité, ce qui est le plus important, c'est la méthode scientifique. Et c'est ça qui souvent manque dans la réflexion des gens. Et dans cette méthode scientifique, il y a aussi le doute dont on parlait tout à l'heure. L'exemple le plus frappant, c'était pour les cigarettes. La cigarette, dès qu'il y a eu, en 60, je ne sais pas combien, au début des années 60, on a commencé à dire la cigarette est dangereuse, tout de suite, les fabricants de tabac ont commencé à faire apparaître des équipes qui se sont mises à travailler sur la cigarette n'est pas dangereuse. Et ça a duré comme ça pendant 20 ans. Plutôt que d'arrêter la cigarette, ils ont inventé les filtres.
Oui. Ça a été aussi vrai pour l'amiante, ça a été vrai. D'accord. Donc là, il y a des choses à dire. Maintenant, sur les termes méfiance, confiance. Je commence par la méfiance. Dans le domaine animal, tous les animaux sont d'abord méfiants. La confiance ne précède pas la méfiance. La méfiance, c'est la première étape. Quand on a eu nos ancêtres qui rencontraient dans la forêt des gens qu'ils n'avaient jamais vus, ils étaient méfiants. Et c'est seulement quand il a commencé à y avoir des échanges du troc, etc., que la confiance apparaissait. Donc la confiance se construit. Et c'est plus facile quand quelqu'un qui a une formation scientifique et qui est en contact permanent avec les gens, la confiance à ce moment-là se construit. Moi je suis médecin, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire que c'est seulement en travaillant avec les gens que la confiance apparaît. Hein. Mais et je souligne que c'était dans le domaine du privé. Donc dans le privé que vous avez cité, vous avez fait allusion à tout ce qui est de l'État par rapport à des privés comme des fabricants de cigarettes. En réalité, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le privé, hein, avec une formation scientifique, les pharmaciens par exemple, ou d'autres. Hein, et à ce moment-là, la confiance se construit. Elle se construit dans ce que je pourrais appeler une ambiance dans un quartier, c'est-à-dire c'est des relations entre les gens. C'est là qu'apparaît la confiance. Et à ce moment-là, quand on a une confiance avec par exemple un médecin ou un pharmacien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'arriver à les faire évoluer dans le domaine des vaccins, par exemple. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce domaine de la science, hein, mais le drame, c'est que les jeunes à l'école n'ont pas, vous avez parlé d'apprentissage de la science, et ça me paraît fondamental. C'est-à-dire qu'il me semble qu'au niveau des enseignants, il ne faut pas être trop théorique, il faut aussi les mettre au contact de la réalité. J'arrête pour l'instant. Pour répondre déjà à ces 4 interventions. Juste sur science, moi j'ai une façon plus simple de répondre c'est quoi la science, etc. Moi c'est parler de recherche. Parce qu'après, est-ce qu'un ingénieur il fait de la science? Moi je dirais qu'il fait de la science, par contre il ne fait pas un métier de chercheur. Et justement pour moi la grosse différence, c'est d'être soumis à ce système de validation. L'ingénieur il invente un truc qui ne marche pas, si ça se vend, il a gagné de l'argent. Le chercheur, si ça ne marche pas, si les autres disent que ça ne marche pas, ça ne marchera pas et il ne sera pas publié et ce sera négatif l'effet. Et si on a cette différence-là, c'est beaucoup plus facile. Par contre, et ça inclut de fait toutes les sciences humaines. Et ça, on en a très peu du coup parlé, si c'était pour dire qu'ils étaient mis sur le côté, parce que eux, je pense qu'ils sont encore moins écoutés que les autres. Je vais prendre un seul exemple, vous avez peut-être vu parce qu'ils ont sorti un livre et fait beaucoup de médias. Il y a un groupe de linguistes universitaires qui s'appelle les linguistes atterrés. On parle beaucoup dans le débat public d'écriture inclusive, de la baisse du niveau d'orthographe, de l'invasion des termes anglais, de l'influence néfaste des SMS sur l'écriture des jeunes, et on n'invite jamais d'universitaires à en parler. Et elle a rappelé, puisque c'est globalement des femmes, là pour la peine, que d'ailleurs en France, c'est pas l'institut qui gère ça, et pas du tout fait d'universitaires, donc pas de scientifiques, pas du tout de chercheurs. L'Académie française, c'est pas des universitaires. C'est des gens qui ont écrit des livres, qui en ont vendu beaucoup, et tout à coup, c'est eux qui décident ce qu'il y a dans le dictionnaire. Donc voilà, imaginez le même système à l'échelle de la physique, on ferait l'Académie de physique, où il n'y aurait pas un seul universitaire dedans, et c'est ce qu'on fait pour les langues. Et donc voilà, et ça, il y en a plein des sujets, je pense que les sociologues sont-ils beaucoup écoutés, je ne crois pas sur plein de sujets. Donc en fait, c'est là aussi où c'est intéressant, et quand on prend plutôt cette distinction recherche, ben là voilà, ça inclut tout le monde. Enfin, on ne fait plus cette part entre ce qui est science, ce qui est ingénieur, ce qu'on peut faire de la linguistique en n'étant pas chercheur, ça c'est vrai, on peut faire de la physique en n'étant pas chercheur, mais quand on est chercheur, on n'est pas soumis au même système de valeurs que les autres. Oui, tout à fait, Jérémy. Ici, en termes de définition science, c'est vrai que j'ai été super restreint, c'est-à-dire que moi je regarde un petit peu ça de mon point de vue, de mon côté de la lorgnette, c'est-à-dire de ma position de chercheur. Oui, donc effectivement, et chercheur en sciences inhumaines. Donc en plus, oui, donc c'est sûrement pour ça que on n'a pas élargi, enfin moi en tout cas j'ai pas élargi suffisamment, ça c'est clair, tout à fait. Fabrication du doute sur la première intervention, donc c'est Gérard qui nous posait la question, avec les lobbies. Oui, tout à fait. Moi j'ai plein d'autres exemples hein, sur ces points-là, c'est-à-dire que
on a des travaux de recherche qui vont dans une direction, et puis on les assèche en termes financiers, tout simplement parce qu'il y a un intérêt financier qui est ailleurs. Mais est-ce le scientifique qui va être responsable de cette situation-là? Peut-être qu'on ne se bat pas assez pour essayer de sortir ça de terre, mais le nerf de la guerre pour nous aussi, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand on n'a plus le financement pour pouvoir travailler, nous, en universitaire, on a la chance de pouvoir continuer à un moment donné parce qu'on est fonctionnaire d'État. C'est d'ailleurs un système qui nous est envié par les autres systèmes. Hein. On regarde le système américain, mais quand on rencontre des collègues américains, ils nous disent « Oh là là, la chance que vous avez, c'est quand même super comme ça ». Ne partez pas sur un système qui c'est un système de financement, y compris de vos salaires par projet. Voilà, bon. Mais alors, du coup, ça existe. Maintenant, le doute, ça me fait penser à une chose, c'est ce qu'on a parlé ce qu'on a dit sur la méthode ici, c'est que je pense que aujourd'hui, le désenchantement est lié aussi à ce qu'il y a une polarisation complète des discussions qui se font à tous les échelles, mais aussi bien politique que quotidien, que scientifique aussi, on n'y échappe pas, il y a une polarisation. C'est-à-dire que si on n'a pas prouvé qu'on était pour, c'est qu'on est anti. Et si on n'a pas prouvé qu'on était anti, alors c'est qu'on est pour. Monsieur me dit, c'est une provocation. Je commence par une provocation pour vous, donc provocation pour moi, en parlant effectivement du taux d'investissement dans les énergies alternatives du CEA. Ce qui sous-entend que comme je travaille pour le CEA, enfin je travaille avec le CEA, attention pas pour, mais je travaille avec le CEA, dans vos têtes, vous vous êtes peut-être construit l'idée que j'étais pro-nucléaire. Pas du tout. Vous voyez, ça c'est la polarisation des esprits. Je n'y suis pas. Je n'y suis pas pour une bonne raison, c'est que je trouve que scientifiquement, c'est un champ magnifique, il y a énormément de choses à voir et à faire. Le nucléaire pour lequel je travaille, c'est celui qui serait susceptible de fonctionner dans 50 ans, qui serait plutôt la fusion. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui tourne à l'heure actuelle, déjà dans un premier temps. Et puis il y a des choses effectivement très intéressantes à travailler d'un point de vue scientifique, mais je trouve que les investissements depuis 60 ans ont été bouffés par le nucléaire et n'ont pas été assez portés sur le renouvelable. Et ça, c'est mon avis d'individu. Voilà. Donc la polarisation fait que je ne suis pas schizophrène non plus, c'est-à-dire que je travaille scientifiquement sur un point qui me passionne, mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui deviendra pro-nucléaire parce que je travaille dans ce champ-là. Pire, les applications que je vous projette dans 50 ans sur de la fusion probable, elles ont des applications dès aujourd'hui sur les armes nucléaires. Pire, où vous devriez me jeter des tomates. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais je suis dans la gestion du déchet. Donc, quelque part, moi j'y trouve une cohérence dans tout ça. Je ne suis pas non plus complètement Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc ça c'est la partie polarisation, et moi je trouve que c'est important, et que il y a un bouquin qui je ne sais plus qui l'a écrit, mais qui a un titre qui est magnifique et qui parle très bien de ça, et qui s'appelle Le courage de la nuance. Et je trouve que... Bon. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est exactement là qu'on se trouve, la science se trouve là. C'est-à-dire qu'on en avait parlé pour EPI sur la zone artificielle, zéro artificialisation des sols nets, où j'étais venu par ailleurs, et on en avait parlé, et moi je trouve que il y a une citation, alors à nouveau je suis très léger, hein, je ne sais plus de qui elle est, mais elle ressemble beaucoup à une de Nietzsche par ailleurs, qui dit que l'inverse de la connaissance, c'est pas l'ignorance, c'est la certitude. Vous voyez? Eh bien, le champ scientifique dont moi je parle, monsieur qui est médecin, forcément, il a eu affaire à du, je le dis moi dans mon langage, matériel humain, mais non, il a eu affaire à des gens en face de lui. Et donc, on ne peut pas, de toute façon, être complètement tranché
Et on est toujours dans le compromis de qu'est-ce qui est le meilleur pour. Et tout le temps choisir un petit peu, avoir la balance bénéfice, avantage-désavantage. C'est toujours le cas aussi dans les sciences dures, c'est-à-dire qu'on est dans les compromis permanents. Si vous saviez, le petit truc que je travaille, c'est vraiment tout bête, je fais des calculs énormes pour essayer de savoir comment l'eau va venir se stabiliser à l'intérieur d'un matériau qui s'appelle de la zéolite. Voilà, donc ça a l'air d'être rien du tout quand je dis ça. Mais n'empêche que, quand on travaille comme ça et qu'on fait ces calculs-là, on est obligé de faire beaucoup de compromis sur beaucoup de choses, sur le modèle qu'on exploite, qu'on utilise, sur le temps de modélisation qu'on fait, parce que si on veut modéliser des nanosecondes, ça va mettre en œuvre des ordinateurs monstrueux, des très grands ordinateurs, le plus grand ordinateur européen où on a des heures dessus de travail pour faire des nanosecondes. Vous voyez, donc du coup, évidemment qu'on est toujours dans le compromis, et évidemment que c'est difficile de se faire comprendre aussi. Quand je vous dis, moi je simule des nanosecondes, là on est... Ils s'amusent, quoi. On n'a rien à voir. Mais non, ça a une répercussion. Et c'est mon travail aussi, et moi je le considère comme ça, c'est mon travail aussi d'expliquer que ces nanosecondes, elles sont ultra importantes pour comprendre le devenir et donc le stockage de ce matériau radioactif dans les zéolites. Bon, sciences et techniques, ben, on en a parlé. Effectivement, moi je suis bien d'accord qu'il faut faire la nuance. Mais attention, c'est un débat qui est stérile au sein de l'université. C'est-à-dire que on doit absolument, à un moment donné, se dire on travaille pour quelque chose. On doit avoir et puis c'est bon d'avoir un rôle social quelque part hein, dans son métier. C'est pour ça aussi que c'est le plus beau métier du monde. Quand ça ne marche pas en recherche, hop, on va enseigner. Quand ça ne marche plus en enseignement, qu'on a l'impression d'avoir fait de l'aquariophilie, hop, du coup, on va faire un petit peu de recherche. Mais j'ai un psychologue à la maison, je fais pas ça, mais pour vous dire que, voilà, vous voyez, donc c'est aussi pour ça. Mais c'est un débat qui nous a trop occupés pendant très longtemps. Et en fait, il faut comprendre que les deux doivent se superposer à un moment donné. Un physicien qui va faire de la physique quantique, il y a un moment, il faut qu'on arrive, et cette période, à l'heure actuelle, moi je dis aux jeunes, mais soyez chercheurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la technologie permet de rapprocher l'expérience de la théorie. On n'y arrivait pas avant, parce qu'on n'avait pas les moyens de les approcher. Aujourd'hui, on est à ce moment de contact entre les deux, et c'est génial pour ça. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais boucler aussi avec ce qu'avait dit, les premiers mots qu'avait dit donc Marcel, c'est que, bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est bien sûr de passer par l'apprentissage, et donc tout est lié pour lutter contre l'obscurantisme, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. On est bien d'accord que de toute façon, c'est effectivement l'ennemi à abattre, c'est l'obscurantisme. Et c'est pour ça que c'est ultra important dans notre société que des individus, pour être bien dans leur société, soient formés suffisamment pour être capables d'avoir du recul, d'avoir effectivement un peu de bon sens face aux infox auxquels il va être confronté, et de plus en plus. Donc encore une ou deux questions. Oui, moi je rebondis sur votre première conclusion. On est parti d'un sondage qui concernait la partie de la population qui pense que la Terre est plate. Hein, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette partie non négligeable de la population française? Alors quand 10% des Américains pensent que Elvis Presley n'est pas mort, c'est pas très grave. Par contre, pour tout ce qui concerne les connaissances ou des vérités scientifiques, c'est autrement plus embêtant pour qu'on fasse ensemble une société où ça fonctionne correctement. Je vais donner un exemple d'activité qui se fait à la maison d'arrêt de Besançon par un groupe de vos collègues mis en retraite, hein, qui animent des ateliers scientifiques et qui sont confrontés à une population qui est empreinte de croyances. Et le travail qu'ils ont fait, bon, ici certains connaissent François Puel, hein, qui est membre d'EPI,
qui est astronome, hein, donc qui anime certains débats sur la Terre en particulier. Au début, vos collègues, ils arrivaient avec leurs connaissances. Et puis, ils essayaient de les diffuser. Et puis maintenant, ils travaillent différemment. Donc, ils doivent commencer par accueillir les croyances et les écouter, avant de les déconstruire. Et donc, la question que je me pose, c'est comment on fait avec la population ordinaire, hein, pour déconstruire ces idées fausses ou ces croyances, qu'elles viennent du religieux ou du non-religieux, pour après arriver à avoir des connaissances scientifiques, hein, qui permettent qu'on parle tous avec la même langue. Réellement, moi réponds pas tout de suite. Si j'ai une croyance, c'est celle-là. C'est que je pense. Juste, on y reprendra après parce qu'après je vais oublier. Si j'ai une croyance, c'est peut-être celle-là. C'est, je pense réellement que si on apprend la méthode, le travail méthodique des sciences aux enfants, c'est comme ça qu'on va gagner le combat. C'est vraiment par la jeunesse qu'on y arrivera. Voilà, ça c'est vraiment ce que je pense. Mais je la côtoie tous les jours, la jeunesse, un peu plus grande que les enfants, mais voilà. Excusez-moi. Oui, il me semble qu'on a du mal quand même à cibler sur le désenchantement. Comme s'il y avait un buisson d'aiguilles là, qui nous retienne un peu d'avancer. Je ne suis pas plus malin que les autres, hein, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé depuis de longues années. Il me semble y voir quand même une dimension sociale importante et qu'on a du mal à formuler, y compris moi. Moi, j'ai trouvé qu'une seule image. Je me souviens de quand j'ai fait ma classe de 7e. Donc ça devait être en 1958. C'était une classe tout à fait républicaine, exemplaire. Donc l'instituteur avait mis sur les 2 premiers rangs, sur toute la largeur, tous les bons élèves. Ensuite, les 2 ou 3 rangs suivants, c'était les moyens médiocres. Et puis, les bancs du fond, c'était ceux pour qui il ne se faisait aucune illusion, professionnellement parlant. Et quand j'ai vu le phénomène des gilets jaunes, le désenchantement, etc., je me suis dit, tiens, c'est les bancs du fond qui sont en train de bouger. Mais pourquoi est-ce qu'ils bougent? Depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale, on a dit à toute la population, donc y compris au banc du fond, que ceux qui étaient bons à l'école, ils avaient les bons emplois, ils avaient les responsabilités, et les meilleurs d'entre eux devenaient nos dirigeants, quelle que soit leur étiquette. Et on leur a dit, comme ils étaient très bons à l'école, ils peuvent faire que des bonnes choses pour tout le monde. Et sauf que les bancs du fond, ils se rendent compte depuis 80 ans que c'est toujours eux, excusez-moi, mais qui bouffent la merde, quoi. Et que donc on leur a menti quelque part, et je crois qu'on est rentré dans une période où ils en ont un peu marre de ce mensonge. Que personne, enfin, on leur a fait croire que les bons feraient du bon, et ils découvrent au jour le jour que les bons font au mieux du médiocre et souvent du très mauvais, pour eux en tout cas. Et puis, il a fallu aussi faire le deuil du grand rêve sur lequel nos parents et nous-mêmes avons vécu depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on allait vers une société de confort, d'aisance, où on aurait tous notre petit pavillon, peut-être même la piscine, la voiture, ça va de soi, etc. Et aujourd'hui, on explique à tout le monde que ça, c'est fini. Mais dans ceux à qui on l'explique, il y a nous qui sommes arrivés à ce stade-là et qui acceptons éventuellement de nous en séparer, petit à petit d'en faire le deuil. Mais il y a ceux qui ont toujours couru après et qui n'y sont jamais parvenus et qu'on a fait marcher depuis des décennies en leur faisant croire qu'ils y arriveraient. Et aujourd'hui, on dit, eh ben non, ce ne sera pas pour vous, vous arrivez trop tard. Et je pense que ça alimente beaucoup, notamment le vote du RN, pour être un peu brutal. Énormément de désenchantement dans tous les domaines. Et je crois que ce n'est pas que la vulgarisation scientifique qui va permettre de relever ce défi. Excusez-moi d'avoir été un peu... Non, bien sûr que non, mais d'un point de vue politique, demain, on attend une proposition, aujourd'hui,
demain matin, on attend une proposition qui consiste à dire on rentre dans un monde où il va falloir accepter des contraintes et donc des reculs sur effectivement le confort et des choses comme ça, mais on attend surtout une proposition qui permette de dire le recul sera d'autant plus important qu'on est allé loin dedans. Et il est hors de question de faire reculer ceux qui affleurent, dont vous parlez, qui sont les rangs du fond. Il est hors de question de les faire reculer. Eux, c'est pas eux qui doivent reculer. On a 10%, on va rentrer dans un débat politique, mais on a quand même 10% de la population qui détient 80% de l'avoir. Est-ce qu'on doit faire, qui on doit faire reculer? Je ne sais pas la réponse. On attend cette proposition. Je vais juste revenir sur la question de la médiation, parce que je sais que ça ne s'adresse pas au médiateur que je suis, je comprends, et en même temps, on demande de plus en plus à la médiation scientifique de répondre à des grandes questions. La Commission européenne finance de plus en plus la culture scientifique, et il nous justifie que on a eu le Brexit, évitez-nous d'autres... Et je trouve ça bizarre, parce qu'à la fois je suis persuadé de l'importance de mon métier, et en même temps, on est passé, parce que quand j'ai commencé, c'était amuse-nous, est-ce qu'il y a du fer dans les épinards? Il fallait démonter des idées reçues, c'était mignon. On allait à la Cité des enfants, à la Cité des sciences avec les enfants pour s'émerveiller. Et c'était sûrement une erreur de penser que la médiation scientifique concernait que les enfants et avec eux avoir quelque chose avec l'émerveillement. C'est politique, etc. Mais en même temps, la bascule dans maintenant comment sauver le monde, comment réconcilier la société française, je pense que ça, c'est une question qui est très loin finalement du débat d'aujourd'hui. Ça peut contribuer comme tout ce qui peut faire lien social. Évidemment, la médiation scientifique, mais comme la médiation artistique, comme toutes les médiations, sont très importantes. Et c'est toutes ces petites médiations, mais un champ professionnel que quand les chercheurs vont dans des classes, quand des médiateurs vont dans des classes, ça peut contribuer à ça, mais c'est à la marge. Je pense que n'oublions pas, nous en tout cas, modestement, qu'on ne sera pas effectivement une solution pour sauver le monde et réconcilier tout le monde. Après, je rebondis sur l'autre remarque. Pourquoi on nous met ce poids sur nos épaules? Parce qu'on attend que les sciences amènent l'esprit critique. Et c'est la question peut-être de la Terre plate, etc. Mais je pense que le début, c'est ne nous excluons jamais de cette question d'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas que les terreplatistes, et ceux qui savent qu'elle est ronde, ils n'ont pas de problème d'esprit critique. Je pense qu'on a tous des problèmes, ou en tout cas l'esprit critique, ça nous concerne tous, et c'est déjà, je trouve, plus facile de commencer par soi, enfin moi c'est plus facile, de voir tous les moments où justement je ne fais pas preuve d'esprit critique, parce que l'esprit critique, c'est pas qu'une quantité de connaissances, c'est aussi une capacité à remettre en cause ses certitudes. Alors je reprends l'exemple de la linguistique, qui est peut-être plus parlant pour une salle comme la nôtre. Combien de personnes ont un avis très fort pour contre l'écriture inclusive? Ça c'est un débat de société, on est pour, on est contre, on se met sur la tête, on s'envoie des invectives, et on ne se dit pas que c'est une question qu'on peut remettre en doute, qu'il y a des chercheurs qui peuvent alimenter cet esprit critique. Et justement, il me semble que c'est ça que ça amène, c'est que ça amène de la nuance, de la complexité dans tous les débats. Et ne prenons pas l'esprit critique pour dire aux gens qui les terreplatistes, après je pense que c'est aussi un peu ça existe, mais c'est aussi un éventail, c'est peut-être... Il y a eu des fake news sur les terreplatistes. Il y en a qui ont été démontés, c'est-à-dire il y a eu un colloque au Brésil, et il y a eu plein de médias qui ont dit mais c'est un énorme colloque international, ils ont réussi à réunir 600 personnes. Et en fait c'était une fake news parce que c'était une réunion de terreplatistes soit, mais vu de l'intérieur, c'était pas une énorme réunion très influente, etc. Voilà, donc je pense que l'esprit critique, sentons-nous tous concernés par cette question, et sachant que l'appel à la recherche peut nous enrichir. Il y a Michel qui voulait poser une question au fond, on va pas l'oublier, et puis après on arrête peut-être. Oui, c'est par rapport à la défiance et au désenchantement. Moi, au départ, je m'attendais à ce que vous parliez davantage de la défiance par rapport à la science, du refus, par exemple, d'un débat argumenté avec une méthode scientifique. Ça me paraît très différent quand même du désenchantement qui ouvre à des choses beaucoup plus vastes. Moi, j'ai une culture scientifique extrêmement faible. Cela dit, question par question, je fais plutôt confiance à la science, par le vaccin, etc. Confiance à la science, j'ai envie de dire un peu question par question. Je n'attends pas forcément de la science, je
je n'attends pas de la science la solution à beaucoup de choses. Ça fait partie des éléments qui peuvent, voilà, ça peut aider, voilà, mais désenchantement, j'ai envie de dire que la manière dont vous présentez la science, ça nous enchante, ça peut enchanter, comme un artisan peut enchanter quand on le voit travailler, etc. Mais voilà, j'étais un petit peu, je ne sais pas si ma question n'est peut-être pas très claire, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un passage un peu rapide peut-être, entre de défiance à désenchantement. Je peux faire une petite remarque brève. Pour prolonger ce qui est dit, je pense que lorsque Dubois parle de désenchantement, il y a aussi une autre notion, ça a été un peu évoqué. Comment le dire? Je pense qu'il y a eu dans le passé, dans d'autres histoires, je pense à la Troisième République, je pense jusque dans les années en gros 70, il y avait autour de la notion, qui est aussi très floue, mais la notion de progrès, il y avait un récit, et il y avait un imaginaire social, mais aussi de confiance absolue. C'est-à-dire que la science ne peut être que positive, et la technique, elle va avec la science. Je pense profondément, ça a été... il y a eu plein de livres là-dessus, il y a eu un moment, ça s'est brisé. Il me semble que ce récit, on peut penser ce qu'on veut, mais cet imaginaire collectif, dans nos sociétés en tout cas, il n'a pas été remplacé par notre imaginaire. Et du coup, il y a ce doute, et l'idée de désenchantement, c'est ça, c'est-à-dire que ça ne fait plus rêver la science. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, enfin, qu'il n'y a pas des... Vous l'avez dit, il y a des... selon les secteurs, et puis, pour les raisons qui sont indiquées, il y a une grande confusion, me semble-t-il. C'est un sujet qui a été peu creusé, mais moi, je reste, je dirais presque philosophiquement, très ébranlé par cette idée du rapport entre science et technique. Je pense que, on dit que c'est de plus en plus étroit, mais n'empêche que ce n'est pas du tout la même chose, et qu'une société... Alors, il faut peut-être dire, science, c'est la question de la démocratie, je pense, qui a été peu abordée. Parce qu'il y a tout un champ qui me frappe, moi, c'est, par la tout ça, c'est les réseaux sociaux, enfin, c'est comment les gens, comment la société, comment en particulier les jeunes, le débat qu'évoque Michel, ce débat, on pourrait dire citoyen, entre les scientifiques, les décideurs, il a lieu où? Très peu. Alors il y a des choses parfois intéressantes, dans des colloques et autres, mais il a lieu massivement, sauf en mode spectaculaire, dans les réseaux sociaux. Et n'importe qui sort le truc, tout le monde est expert de n'importe quoi, et plus, et ça fonctionne bien avec les médias, plus la proposition elle est, je dirais, spectaculaire, plus elle fonctionne. Et là, je ne sais pas si vous avez une réflexion, comment faire pour... voilà, est-ce que c'est... Voilà. Oui, moi j'ai une réflexion là-dessus. J'ai une réflexion là-dessus, c'est que on se dit effectivement qu'une des solutions c'est de diffuser avec une relecture effectivement un discours qui soit logique, méthodique sur n'importe quel sujet scientifique, mais plus on en diffuse, on rentre dans un paradoxe, plus les visionneurs de ces contenus, qui sont des vidéos la plupart du temps, plus les visionneurs de ces vidéos vont se les approprier. Je suis allé m'acheter une paire de skis chez Isilis, qui est vers l'hôpital là-bas, où il y a un vrai spécialiste qui sait de quoi il parle et tout ça. Je suis arrivé chez lui, je lui dis voilà, moi j'ai ma façon de skier, c'est un peu comme ça, qu'est-ce que vous me conseillez, tout ça. Et il est tombé assis et il me dit eh ben, des comme vous, il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'ils arrivent tous, en ayant vu sur Internet, il faut que ce soit du rocker, il faut que ce soit du cœur en bois, il faut que ce soit du machin. Ils arrivent, ils disent, moi je veux ça. Alors il dit, moi j'essaie de faire mon métier et de dire pour faire quoi, comment et tout ça. Et le spécialiste Internet est plus spécialiste que le spécialiste lui-même. Et du coup, il arrive et il dit, bah non, moi je veux ça. Et c'est ça qui prendra de toute façon. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans un paradoxe profond, c'est que plus on diffuse, plus c'est compliqué de contrôler effectivement. Mais c'est bien hein, de diffuser, je ne dis pas donc il ne faut plus diffuser, mais je me dis que ça nécessite quand même une relecture et du temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment des éléments importants. Claire. Qui n'avait pas vu, excusez-moi.
C'est assez bref. Moi, j'ai été assez sensible à ce qui a été dit un petit peu au début, sur le fait que, puisque c'était un peu le thème ce soir de la méfiance par rapport à la science, que c'était aussi très lié à une méfiance par rapport à toutes nos institutions. Et on l'a bien vu au moment du Covid, et ça me paraît très très important. Et puis la deuxième chose aussi, Gérard aussi l'a dit, puis ce que vient de dire aussi Marcel, puisque vous venez de dire sur que tout s'uniformise, quoi. Hein, on met face à face sur un grand média un scientifique hyper pointu, et puis un gars qui dit bah non, moi je suis pas d'accord, et puis on a l'impression que c'est la même chose, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas vraiment une question. Mais Pour dernière intervention et après un assaut. On peut tenir la nuit, hein. Moi, je dirais juste attention aussi au constat, parce qu'il y a des choses qui changent, et des choses qui ne changent pas. Et là aussi, finalement, je vais me baser aussi sur des chercheurs, puisque c'est vu que je vis entouré de... Je les écoute et je les cite. Par exemple, c'est le lobby des chercheurs. Exactement. Non, par exemple, sur le mouvement anti-vax, je pense beaucoup, on sentit qu'il était plus virulent, plus fort ici. On a une historienne et une médecin à Dijon, à l'Université de Bourgogne, qui travaille sur les mouvements anti-vax, qui datent d'avant Pasteur. Et elle arrive, elle, plutôt à la même conclusion, qu'on est à peu près toujours sur le même pourcentage en France, depuis 150 ans, sur le mouvement anti-vax, et qui se base toujours à peu près sur les mêmes arguments, et qu'on trouve toujours dans les mêmes couches de la population. Donc c'est aussi le fait que les réseaux sociaux fassent du bruit. On croit que du coup, ça concerne plus de monde, mais c'est aussi nous, peut-être, qui sommes plus exposés à ça. Ces gens, quand ils manifestaient pas dans la rue devant l'Institut Pasteur à Paris, ils étaient chez eux, ils ne faisaient pas de bruit, donc on est peut-être exposés, mais alors il y a des problèmes peut-être qui augmentent, etc. Mais par exemple, les anti-vax, d'après cette chercheuse, ce n'est pas un mouvement qui a augmenté en nombre en France. Donc, alors qu'on peut avoir cette impression que c'est un problème nouveau, et vraisemblablement il n'est pas nouveau. Et dans un autre colloque, il y avait un chercheur sur l'histoire du complotisme qui semblait dire que là non plus, il disait qu'il y avait eu une parenthèse où le complotisme avait régressé pendant les 30 Glorieuses, mais qu'avant, le complotisme était sûrement, c'est plus difficile de le comparer aujourd'hui, mais supérieur à aujourd'hui. Il réexpliquait que la Révolution française partait aussi de complotisme et d'idées, de fausses idées, d'idées reçues, etc. Donc il y a plein de grands mouvements historiques où finalement le complotisme a existé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tous ces phénomènes sont nouveaux, nous explosent, et peut-être, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, il ne faut pas les prendre en compte, mais quand on veut les mettre dans une perspective historique, et là aussi on peut finalement aller s'alimenter par tous les chercheurs qui travaillent sur l'histoire de ces mouvements.